Tahiri de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale Vacances des Pacific Buzz. Nous continuons donc nos rencontres avec ces entrepreneurs particuliers qui mettent en avant le mythique accueil chaleureux du Polynésien et qui reçoivent les gens chez eux comme si c'était un membre de leur famille. Et oui, les pensions de famille sont des acteurs économiques majeurs pour notre pays. Elles font partie intégrante de notre culture et certaines ont même hébergé entre leurs murs une partie de notre enfance. Mais je ne t'en dis pas plus car aujourd'hui, c'est du côté de Papara que nous te faisons voyager. Car nous partons à la rencontre d'Alexis Berthet, le gérant de la pension Mano Mano Lodge depuis 2018. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui du côté de Papara au Mano Mano Lodge et je suis accompagné aujourd'hui de Alexis. Et donc pour commencer cet épisode, Alexis, je vais te demander de te présenter tout simplement. Bonjour, je m'appelle Alexis Berthet. Voilà, je suis métro, je suis arrivé en Polynésie dans les années 2000. J'ai une formation d'agriculture tropicale, donc j'ai bossé 18 ans en tant qu'agriculteur ici à Papara. J'étais responsable d'une exploitation sous serre où on cultivait des tomates. Et en 2018, j'ai changé de vie. La vie a fait que je devais changer de vie. Et après 18 ans au fond de mon Fa'apu, j'avais envie de voir du monde. Donc du coup, ça faisait très longtemps que j'avais cette idée d'ouvrir une pension. Je voulais à l'époque ouvrir une ferme auberge. Et en fait, j'ai trouvé un terrain bord de mer qui correspondait parfaitement à mes passions, parce que je suis passionné de sport nautique. Et voilà, donc du coup, je me suis lancé dans l'aventure de monter une pension de famille. Ok, incroyable. Donc du coup, un gros parcours. Et aujourd'hui, donc là, concrètement, ça fait combien de temps que tu as la pension de famille, que vous l'avez lancée ? Alors au niveau de l'histoire de la pension, donc j'ai d'abord trouvé le terrain à acheter. Il a fallu démarcher les banques, convaincre les banques de me suivre dans le projet, parce que c'était un projet quand même important, puisqu'il faut acheter un bien immobilier. J'avais 15% d'apport par rapport à mon investissement, donc il fallait quand même avoir un dossier convaincant pour les banques. Je me suis entouré dès le départ en fait d'un expert comptable qui m'a beaucoup aidé au niveau financier à présenter un projet financier qui tient debout. Et ça a été très important, pour les banques, c'était très important que je sois accompagné de cet expert comptable. Donc on a monté le dossier, j'ai signé la promesse de vente en septembre 2018 et j'ai acquis le lodge il y a 4 ans, le 2 avril 2019. Voilà. Ok, donc 4 ans d'activité aujourd'hui. Et est-ce que c'est la seule activité professionnelle que tu fais aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose que tu couples avec une autre activité professionnelle ? Alors les premières années, j'avais gardé une patente de conseiller agricole en me disant que si j'avais besoin de faire un petit peu, de diversifier mes revenus. Et puis en fait, j'ai même pas le temps de le faire. Alors j'ai fait une mission. J'ai fait une mission à Raiatea en 2019, je crois. Voilà. Et puis, j'en ai jamais refait depuis. Du coup, j'ai fermé ma patente de conseiller agricole. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y a de l'activité au lodge pour avoir juste cette activité professionnelle. Alors oui, donc en fait en ouvrant en 2019, donc on a acquis la propriété en avril, on a eu les autorisations d'ouverture avec tous les contrôles, les conformités, les agréments, etc. en juin 2019. Et puis on a commencé l'activité doucement. C'était prévu que ça met forcément 1 an ou 2 à prendre. Le problème c'est qu'on a eu le Covid en février 2020. Et là, ça a mis un gros coup au moral parce que toutes les frontières sont fermées, comme tout le monde connaît l'histoire. Ce qui a été compliqué pour nous, c'est d'avoir aucune vision à court terme, à moyen terme, et de passer 2 ans à vraiment en survie. Alors heureusement, j'avais fait
j'avais fait un business plan j'avais prévu beaucoup de trésorerie dès le départ. La banque avait suivi, m'avait donné une bonne trésorerie et heureusement, ça m'a permis de survivre. On a perdu de l'argent sur ces 2 premières années, mais on a passé le cap. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont dû mettre la clé sous la porte, on a pu passer le cap et on a eu beaucoup de chance parce que comme les locaux ne pouvaient pas sortir, et ben, du coup, le bouche à oreille a fait que on est arrivé à travailler les week-ends, en fait. Assez rapidement, pendant le Covid, j'étais plein, parce que j'avais des gens qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas repartir. Et j'avais de la chance d'avoir des gens qui étaient coincés, qui ne pouvaient pas repartir, et qui avaient les moyens de payer, parce que ça aurait pu être autrement. Et ensuite, c'est les locaux qui nous ont fait survivre, heureusement. Hein. Voilà. Effectivement, on sent que les locaux, durant cette période-là, ont joué le jeu et justement ont soutenu un peu l'économie de la pension de famille dans cette période-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est combien de bâtiments, c'est combien de chambres que vous possédez? Alors en 2019, quand on a racheté, on a rénové 3 studios qui sont à l'entrée de la propriété, côté jardin. Là, on est sur une capacité sur chaque studio de 2 à 4 personnes, avec une chambre en mezzanine, 2 lits simples en bas, cuisine, salle de bain, terrasse. Donc on a 3 studios identiques. Donc ça, on les a ouverts dès juin 2019. On avait un bungalow qu'on avait un peu rafraîchi, qu'on a repeint, etc., qu'on a pu ouvrir dès juin 2019. Celui-ci, on est tout le temps en train de faire des travaux dessus, parce que c'est un bungalow qui a une 40aine d'années. Donc il y a pas mal d'entretien. Et puis on avait un bungalow en ruine qu'on a rénové et qu'on a ouvert en août 2021. Parce que pendant la période de Covid, du coup, on a pu faire les travaux par nous-mêmes. Et voilà. Et du coup, en 2022, on a fait la rénovation on est passé en dernier. On a fait la rénovation de notre propre maison. Et on a pu ouvrir la partie restauration en mars, donc il y a un mois et demi là. Début mars 2023, on a ouvert la partie petit déjeuner et dîner pour nos clients. Ok, très bien. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire finalement d'avoir cette partie petit déjeuner, dîner dans une pension de famille, ou bon, c'est quelque chose d'un peu optionnel? Comment est-ce que ça se passe dans la relation avec les clients au quotidien? Alors, en fait, pour avoir la mention et l'agrément pension de famille, il faut obligatoirement offrir les petits déjeuners. Proposer le petit déjeuner. Donc, ça s'est fait naturellement. Ma femme a continué à travailler, elle. Moi, je travaillais sur la pension. Ma femme a continué à travailler jusqu'à fin janvier 2023. Et elle a arrêté son travail pour prendre en charge la partie restauration. C'est une obligation dans le sens où si on veut avoir l'agrément pension de famille, si on veut avoir les aides, la DGAE, si on veut avoir la TVA 5%, etc., il faut absolument proposer cette option-là. Voilà. Après, au début, j'étais un petit peu comme un Airbnb, quoi. Sauf qu'on avait beaucoup plus de contraintes que les Airbnb, parce que nous, il faut qu'on soit, en tant que professionnel, il faut qu'on soit aux normes, qu'on ait toutes les assurances, qu'on ait toutes les normes électriques, gaz, etc. Et voilà. Donc, on a quand même beaucoup plus de contraintes qu'un Airbnb. Ok, donc très bien, on voit qu'il y a une activité qui s'est faite, et aujourd'hui, si tu devais faire un petit résumé, ce serait quoi la meilleure expérience, la meilleure souvenir que tu retiens de ces 4 années d'activité? Alors le meilleur, je sais pas, j'en ai beaucoup, des très bons souvenirs, que ce soit des pranks polynésiennes avec les clients, que ce soit des parties de rame ou de surf avec les clients. En fait, c'est le partage avec les clients qui est le plus gratifiant pour nous, qui nous laisse les meilleurs souvenirs, parce que quand on partage, bon, je suis pas polynésien de souche, mais vivant dans la Grande Polynésie depuis 1999,
j'ai quand même, je peux apporter une partie de mes connaissances et surtout de mes connaissances du milieu marin et voilà, pas mes connaissances musicales parce que je suis très mauvais musicien, donc en bringue j'écoute, mais voilà, je partage beaucoup avec les clients au niveau, au niveau du lagon, du surf, de la rame. Ok, donc une réelle expérience, c'est pas juste des clients, c'est un peu plus que ça. On essaie de vraiment partager des expériences ensemble. Au-delà de ça, quels sont les challenges que la pension de famille doit faire face alors qu'il y a plusieurs hôtels qui commencent un peu à émerger autour de nous? Est-ce que finalement c'est une réelle concurrence? Est-ce que finalement c'est un secteur différent? Comment est-ce que vous le percevez? Alors, je suis assez partagé sur la question. J'ai réfléchi plusieurs fois. Je pense clairement que par rapport à un hôtel de luxe, pour tous les grands hôtels, on n'est pas du tout sur les mêmes catégories de clientèle. On peut avoir de la clientèle de temps en temps. J'ai des gens qui viennent, qui ont l'habitude d'aller dans les hôtels de luxe et qui ont envie de retrouver d'un peu plus d'authenticité. Ils savent ce qu'ils viennent chercher et j'ai pas du tout la prétention de faire du luxe. Je privilégie justement le côté, je dirais, un petit peu simple et austère qu'on peut trouver chez le Polynésien, qui sait se contenter de choses simples. Je trouve que c'est un bel apprentissage dans notre société. Et voilà. Ce qui me dérange le plus, à la limite, c'est la concurrence Airbnb, qui est très importante. Quand j'ai ouvert le lodge, j'avais fait un business plan en 2018. J'ai refait un business plan l'année d'après. J'ai refait une étude de marché en septembre 2019 parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à capter de la clientèle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu 13 Airbnb qui avaient ouvert à Papara avec des prix complètement... beaucoup plus concurrentiel que moi, parce que forcément, pas avec les mêmes contraintes. Et du coup, il a fallu dès le départ que je baisse mes tarifs de 30% par rapport à mon business plan. Et j'ai jamais réussi à retrouver les tarifs que j'avais prévus. Je suis pas retourné sur les tarifs que j'avais prévus. Bon voilà, après maintenant on arrive à s'en sortir. Mais c'est plus cette concurrence-là qui est gênante dans le sens où on a un sentiment d'inéquité de traitement. Je pense que voilà, c'est la même chose entre les taxis et les Uber, c'est la même chose entre les restaurants et les roulottes. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Le fait est, c'est qu'après, tant que nous on arrive à vivre, c'est pas un souci. C'est vrai que si ça devenait de plus en plus concurrentiel, il faudrait se poser des questions sur. Voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde, donc c'est pas problématique. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà deux pensions de famille sur Papara qui étaient connues, qui étaient installées depuis 20 ans, qui sont des familles locales, etc. Et qui m'ont très bien accueilli. On travaille régulièrement ensemble, on s'échange les clients. Si on a besoin d'une chambre, on s'appelle les uns les autres. Donc du coup, on travaille en bonne intelligence là-dessus. Je me sens pas en concurrence. Voilà. J'ai pas ce sentiment-là d'être concurrent, que ce soit mes concurrents. Je pense plutôt qu'on est dans le même. Voilà. Il vaut mieux serrer les coudes et travailler ensemble parce que sinon c'est dommage, quoi. Ouais, effectivement, d'essayer de développer un écosystème sain. Hein. Voilà. Ok, au-delà de ça, quels sont les challenges en tant que gérant de pension de famille qu'on rencontre au quotidien? C'est quoi finalement les plus grandes difficultés ou les difficultés les plus récurrentes? C'est de trouver du temps pour ça. Alors vous êtes arrivé, j'arrivais du surf, mais ça faisait 10 jours que je n'avais pas fait de sport. On travaille, en gros, on travaille de 6 heures. Là, on s'est fixé des heures. On a dit c'est 6 heures midi. De midi à 14 heures, on ferme, mais vraiment. C'est-à-dire que les clients, ils arrivent, on leur dit non, c'est fermé. Et on rouvre à 14 heures et on finit nos journées à 21 heures. Donc ça fait des très grosses journées. C'est très compliqué de trouver du temps pour soi et du temps pour être ensemble avec ma femme. D'avoir du temps pour notre vie de couple, c'est pas évident. Voilà, il faut vraiment
se dire, bon ben voilà, il y a certains moments, on arrête et puis on fait ce qu'il faut. Et on est sollicité. Moi, mon premier client qui est venu louer une planche de surf, il était là à 7h moins le quart ce matin. Et j'ai des clients, tu vois, dimanche j'ai des clients qui m'avaient dit qu'ils arriveraient à 8h le soir. Ils sont arrivés à minuit, quoi. Et t'es obligé de les attendre parce que, voilà. Et donc ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est qu'on fait beaucoup d'heures. C'est tous les jours, 24 heures sur 24, petit déjeuner, dîner. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait pesant. Ça peut être vraiment pesant à long terme. En 4 ans, avec ma femme, on a pris 2 jours en 2021. On a pris 4 jours en 2022. On a pu partir à Wainé chez un ami, on a pu aller surfer 4 jours, donc c'est top. Et voilà, 2023, j'espère qu'on pourra arriver à prendre plus de temps. Après, un des autres challenges, c'est d'arriver à trouver je dirais, des gens avec qui travailler, et des gens de confiance et compétents. Et ça, c'est pas évident. C'est effectivement. C'est peut-être parce qu'on est, excusez-moi, c'est peut-être parce qu'on est à Papara, on est loin de la ville et tout, mais ça fait des difficultés de recrutement, ouais, voilà. Ouais, c'était ma question suivante justement, c'est qui gère la pension de famille aujourd'hui? Est-ce que vous êtes que 2 ou est-ce que vous avez recruté quelqu'un ou est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez occasionnellement? Alors, au départ, moi j'étais tout seul. Ensuite, en 2021, j'ai travaillé avec un patenté qui me faisait quelques heures, qui fait d'autres travaux ailleurs. Ensuite, on a eu le droit à un contrat volontaire développement. Et donc ça nous a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qui travaille et c'est pas nous qui le payons, donc il faut dire les choses clairement. C'est une aire du territoire qui est énorme, hein. Donc on apprécie énormément ce coup de pouce. Et voilà. Et puis bon, maintenant il y a ma femme qui est salariée de l'entreprise. Voilà. Moi je suis gérant, donc je me fais une rémunération de gérant. Et ma femme qui est salariée de l'entreprise, donc qui a un salaire de base, voilà. Ouais. Vous êtes vraiment que 2 pour l'instant et le CVD, est-ce qu'il est toujours en activité ou au contraire c'est fini maintenant? Donc le CVD on l'a encore pour 6 mois. Voilà. Alors, on verra après comment ça se passe. Donc à l'heure actuelle 3 personnes. Aujourd'hui, si je devais me lancer par exemple dans le secteur de la pension de famille, t'inquiète pas sur Papara, quels seraient les conseils que tu me donnerais pour me lancer ou quelles seront les choses que je devrais éviter par exemple ou les choses auxquelles je devrais faire attention? Alors, il y a plusieurs aspects. Je dirais il y a un aspect administratif. Alors j'ai été incroyablement surpris et vraiment je suis reconnaissant de toutes les administrations avec qui on est obligé de travailler, mais en plus lors du montage du projet et ensuite j'ai vraiment eu le sentiment d'être vraiment accompagné, et voilà, et du coup on sent que les administrations du pays, on a des gens dans l'administration qui sont renouvelés, on a des gens qui ont envie de faire avancer le pays, et c'est vraiment agréable. Et donc des gens qui ont de la bonne volonté, et souvent on dit que les gens de l'administration n'ont pas toujours bonne réputation par rapport à leur capacité, mais voilà, moi j'ai envie de dire que si, il y a vraiment des gens qui sont là pour faire avancer le pays, c'est agréable. Après, Après, il y a quand même énormément de paperasse à fournir. Voilà, il faut être patient, il faut toujours, voilà, il faut accepter que ça met du temps, et puis c'est tout. Il faut juste accepter que ça met du temps et que ce que tu pensais faire rapidement, ça va mettre du temps. Voilà, c'est juste ça. Il faut être patient, il faut juste l'anticiper. Voilà. Après, il y a autre chose, il y a la partie financière qu'il faut vraiment anticiper. C'est-à-dire qu'une pension de famille, ça demande quand même
Bon, au départ, des investissements immobiliers forcément importants, puisqu'on achète un bien immobilier. Mais là, il y a les banques qui t'accompagnent, etc. Après, je pense que là où il faut vraiment gérer, c'est la trésorerie, parce qu'il y a des phénomènes de saisonnalité. Tu peux te retrouver avec, avec un problème. L'année dernière, on s'est pris la houle, il a fallu que je refasse l'électricité sur tous les bungalows, sur les 2 bungalows plage. Donc, du coup, et puis, on n'avait pas d'aide. Enfin, en fait, si j'aurais pu avoir des aides, mais il fallait que j'attende 6 mois. Donc, je n'allais pas perdre 6 mois d'exploitation. Donc, j'ai refait les travaux moi-même. Et puis voilà, j'ai fait ça à ma charge. Mais du coup, tu peux vite avoir un petit problème. Et si tu n'as pas anticipé, c'est quand même... il faut bien garder les réserves pour pouvoir anticiper le souci. Le souci, je sais pas moi, il faut que tu changes un frigo, et voilà, il faut vraiment anticiper ça, et puis anticiper les impôts, la TVA, voilà. Donc il faut quand même avoir, je pense qu'il faut vraiment, alors ça c'est important, il faut vraiment se faire accompagner par un comptable. Moi, je me fais accompagner. J'ai à la fois un comptable qui fait toute la saisie facture, les déclarations TVA, fiches de paye, etc., et un expert comptable pour la partie, je dirais, gestion financière à long terme, prise de décision importante, voilà, avant d'embaucher ma femme, là j'ai des gros travaux à faire, et avant de les faire, je suis allé voir mon expert comptable, on a travaillé, on a refait les business plans, on a fait des prévisions sur les 3 prochaines années, avec des bons chiffres, avec des mauvais chiffres, avec des fluctuations de revenus, avec des fluctuations de dépenses. Et ça, il faut vraiment... je pense que ça fait vraiment partie, dans n'importe quelle entreprise, c'est une des clés de la réussite, c'est d'avoir une bonne gestion. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, Alexis, merci. J'imagine que si on veut se retrouver au Manono Lodge, on peut te retrouver sur Internet un peu partout. Donc n'hésite pas, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? Le plus simple, c'est manomanolodge.com, donc notre site internet. Vous allez retrouver les descriptions des logements, les studios côté jardin, les 2 grands bungalows plage. Il y a des onglets avec les tarifs, il y a un onglet avec les disponibilités, il y a un onglet de réservation. Et puis voilà, il y a forcément une fiche contact où vous allez pouvoir me contacter, trouver mon numéro de téléphone, mon email. Et puis voilà, je suis pas très bon sur les réseaux sociaux, mais on est sur Instagram et sur Facebook. Très bien, Alexis. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, et puis bonne continuation à vous et bravo pour votre projet. Merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou bien ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont bien sûr tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. À très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!